La Formule 1, un sport à 300 km/h, des crashs à faire péter la télé, des rivalités qui deviennent légendaires quelle que soit ta génération et des dramas quelle que soit l'écurie que t'as dans ton cœur. Mais c'est aussi, contre toute attente, des kidnappings, des courses organisées sous des dictatures, des missiles qui explosent à 2 pas du circuit et des pilotes qui roulent quand même parce que ils n'ont pas trop le choix. Alors que moi perso, quand je suis devant la télé, le seul truc que je vois, c'est 20 gars qui essayent de finir en pole position et qui gueulent sur leur ingénieur parce qu'il a dit plan B au lieu de plan A. Mais en creusant un peu, j'ai commencé à remarquer quelques trucs que personne ne montre dans les highlights. Parce que derrière les moteurs, les podiums, le champagne et les paillettes, il y a des moments où tout ça disparaît. Et ce qui reste au final, c'est autre chose. Des tensions, des décisions un peu controversées, des enjeux qu'on n'est pas censé voir et qui pourtant sont le vrai pouvoir. Et une fois que t'as ouvert les yeux là-dessus, tu regardes plus la F1 comme avant. Quoique. Si vous êtes déjà venu sur la chaîne, ou sinon, abonnez-vous, il n'est jamais trop tard. Vous le savez, j'essaye toujours de vous faire un contenu intéressant, un peu fou, original. Et donc pour ça, je creuse, je cherche des histoires cheloues, des parcours bizarres, des anecdotes un petit peu oubliées. Et dans toutes ces recherches, la dernière fois, je tombe sur ça. Le jour où un pilote a été kidnappé. Fangio, la légende de la F1, kidnappé à la veille d'un Grand Prix par des révolutionnaires. En vrai, quand je lis ça, je me dis vas-y, c'est bon, ça part, la prochaine vidéo elle est là-dessus. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est se renseigner sur l'histoire. Et c'est là que le drame arrive, c'est que j'ai limite pas pu m'empêcher de rire. Pour te situer, on est à Cuba en 1958, où concrètement, c'est la merde. La révolution s'engage, Fidel Castro et ses partisans veulent renverser Batista, le dictateur en place, réputé, corrompu jusqu'au bout des doigts. Et dans tout ce bordel politique, il y a quand même une chose qui s'organise, c'est le Grand Prix de la Havane. Ouais, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Déjà, c'était pas mal comme anecdote. Mais on va continuer quand même. Les rebelles, ils se disent, ok, on va pas poser une bombe, on va pas tirer sur la foule, ça marque mal, surtout quand on veut le pouvoir après. On va pas revenir comme avant. Mais faut trouver un moyen de frapper fort dans le symbole. Alors leur idée de génie, c'est d'enlever Fangio, la star mondiale de la F1, l'icône, le mec que tout le monde est venu voir ce jour-là au GP. Et voilà comment ça se passe. La veille de la course, Fangio, il est à l'hôtel Lincoln, au centre de la Havane. Il chill, détendu, en train de kiffer l'accueil cubain et surtout qu'il vient de signer sa pole position, donc cool. Il descend à la réception et là, y a un type qui l'aborde, calme, poli, juste là pas de problème, sauf qu'il va sortir un flingue en demandant lequel d'entre vous est Fangio. Le plus sereinement du monde, il va répondre c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? Et lui va dire suivez-moi, je fais partie du mouvement du 26 juillet, ne résistez pas et il ne vous arrivera rien. Et donc dans ces conditions, tu veux faire quoi en fait? Comme on n'est pas tous richer, Fangio, il y va, sans résistance, sans drama, en mode allons faire un petit tour. Ouais, je sais, je fais ce que je peux avec les références. Et donc il va embarquer dans une Plymouth pour aller jusque dans une planque. Et voilà, c'est à peu près tout. Parce qu'ils vont lui expliquer, on va pas te faire de mal, on veut juste montrer au monde que Cuba est en train de changer et que la révolution est en marche. Là où c'est drôle, on va dire ça comme ça, il va être conduit chez un de ses ravisseurs qui lui présentera sa femme et son enfant. Ouais. Ok, voilà, chacun son truc. Leur programme, il est pas bien compliqué. C'est de le libérer tranquillement, juste après la course, sans rançon, sans rien. Voilà, c'est l'histoire. Et c'est ce qui va se passer. Parce que le lendemain, il n'y a pas Fangio, mais la course, elle doit quand même avoir lieu. Donc le départ, il va effectivement être donné sans lui. Bon, ça va être une très petite course parce que dès le 6e tour, il y a une voiture qui sort et qui percute des spectateurs. Stirling Moss, en tête en ce moment de l'accident, il va être proclamé vainqueur. Voilà. Ça, c'était la course. Et là, voilà, la mission, elle est finie. Il est temps de libérer Fangio sans que personne ne court le moindre risque. Et après 27 heures de captivité, on va dire ça comme ça, le pilote est finalement discrètement livré à l'ambassadeur d'Argentine au milieu de la nuit et son ravisseur qui l'accompagne va même lui dire « Fangio, vous serez notre invité d'honneur quand triomphera la révolution ». Bon, et c'est ce qui arrivera le 1er janvier 1959, date à laquelle Castro prend le pouvoir à Cuba. Quand Fangio est en sécurité,
peut-être même qu'il a jamais été vraiment en danger, il fera jamais de reproches à ses kidnappeurs. Et il va même déclarer « Oh, après tout, je peux vous le dire, je ne regrette pas du tout de l'avoir vécu cette petite aventure. » Pour la blague, il reverra même certains d'entre eux lors de sa venue à Cuba en 1981, lors d'un voyage d'affaires en tant que président de Mercedes-Benz pour l'Argentine. Bref, comme tu le vois, à moins d'avoir envie de te faire un sujet entier sur la politique de Cuba grâce à la F1, j'étais quand même loin d'un sujet de ouf. En fait, il se serait barré chez une maîtresse dans la nuit, il aurait raté la course, que ça aurait plus ou moins eu le même effet. Quoique, justement. C'est ça qui a commencé à me faire réfléchir un peu. Ces rebelles, ils ont enlevé un champion. Mais pas pour la violence, mais pour le symbole que cette action allait mettre en lumière. Et si on pousse encore plus loin, ça veut dire que le sport, à ce moment précis, il est devenu un outil de communication. La Formule 1, c'était plus un spectacle avec des gars qui pilotent à des vitesses folles, c'était juste une scène à ciel ouvert. Et donc la question qui arrive, c'est quoi vraiment la place du sport dans ce genre de contexte? Est-ce qu'on peut séparer les deux? Ou est-ce que sans le vouloir, on regarde parfois plus qu'un simple Grand Prix? Au début, je pensais que cette histoire-là de kidnapping nul, c'était juste, enfin tu sais, un truc comme ça quoi, une anecdote, un délire cubain d'un autre temps, voilà, un petit chapitre de l'histoire, mais pas grand chose. Mais le problème c'est que du coup moi j'avais toujours pas mon sujet de vidéo et donc j'ai commencé à faire d'autres recherches et plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé des trucs un petit peu plus exotiques. En vrai ce genre d'action à côté du sport ça s'est jamais vraiment arrêté. C'est juste devenu plus subtil, on va dire ça comme ça. Par exemple en Arabie Saoudite en 2022, pendant la première session des essais, il s'est passé une attaque de missile à 15 bornes du circuit, où même Verstappen a demandé si c'était pas un problème de sa voiture à cause de l'odeur. Yes, a little bit of a burning feeling, but I'm not sure if it's my car or another car. Pour un peu plus de détails, l'attaque a visé un dépôt pétrolier d'Aramco. Au passage, petit sponsor de la F1. Voilà, je dis ça comme ça. Et cette action, elle est revendiquée par les rebelles Houthis du Yémen, j'espère que je le dis bien, et elle a provoqué une explosion énorme, générant un nuage de fumée visible depuis le circuit. En même temps, c'était pas bien loin. Forcément, le paddock aussi, lui, prend feu, au sens figuré, parce que, bon, niveau sécurité, pas ouf quand même. Et une réunion d'urgence, elle va être organisée entre la Grand Prix Driver Association, Liberty Media et les organisateurs du Grand Prix pour évaluer la situation. Au tout début, les pilotes étaient tous d'accord pour dire que disputer la course, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire à ce moment-là. Mais après plus de 4 heures à parlementer et malgré leurs préoccupations, les patrons d'écurie ont soi-disant réussi à convaincre les pilotes de quand même participer au Grand Prix. Les organisateurs ont assuré que des mesures de sécurité seraient mises en place pour garantir la sûreté de tous les participants et que des mesures seraient prises au cas où ils doivent quitter le pays en urgence. Grosse pression quand même quand on en arrive à dire des trucs comme ça. D'ailleurs, après que finalement on décide de continuer le week-end, bizarrement, très peu de pilotes ont communiqué sur ces événements, à part pour nous dire « Non mais t'inquiète, on est prêt, ça va le faire, on est d'accord avec les décisions qui sont prises. » Est-ce qu'au moins vous êtes arrivé à un accord? Ouais. Vous pouvez nous dire le résultat de cet accord, Pierre? Non. En vrai, moi je dirais plutôt, ouais, on est prêt parce que contrat, parce que business et parce que TG et il roule, t'as rien à dire. Voilà. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu dis aujourd'hui, t'as pas fatalement besoin d'une arme pour faire passer tes messages. Juste d'un bon contrat et de garder les caméras en live. Ensuite, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'un événement particulier. Par exemple, quand tu mates les GP au Qatar, à Bakou, dans des pays où les droits de l'homme sont en mode option premium on va dire, et ben là la F1 elle y va tranquille sans vraiment de problème parce que le sport c'est pas politique. Oui, ça aide de pas être politique quand il y a un gros chèque en jeu. Et ça, tu remarques que ça marche pas uniquement pour la F1. Hein. On reviendra pas sur la Coupe du Monde au Qatar et ses stades climatisés et autres controverses. On pourrait faire une liste et peut-être 3-4 vidéos là-dessus. Ensuite, il y a aussi certains événements qui viennent des pilotes eux-mêmes. T'as par exemple Hamilton qui a mis un genou à terre et porte un t-shirt pour Breonna Taylor et qui parle ouvertement du racisme. Il ose. Et c'est là que, personnellement, moi j'ai fait le rapprochement et que je me suis dit, ouais, c'est Lewis Hamilton, il peut se le permettre. C'est Lewis, 7 titres, intouchable, il n'y en a pas 2 comme lui dans le monde. Mais si t'es pas Hamilton, qu'est-ce qui se passe? Si t'as pas ces avantages. Est-ce que par exemple t'as entendu parler de Colin Kaepernick en NFL? C'est
En fait, le premier à avoir posé un genou pendant l'hymne national américain pour protester contre les violences policières. Il n'a pas insulté personne, il n'a pas tapé des gens, il n'a pas crié, il a juste posé son genou. Résultat, il s'est fait virer, blacklisté, jamais re-signé, même en tant que free agent, sa carrière est finie. C'est ce qui arrive dans d'autres sports qui sont un peu plus rude, on va dire. On a aussi Vettel avec son casque arc-en-ciel, les bannières pour les droits LGBTQ+, dans des pays où clairement c'est pas bien vu. Et là tu te fais la réflexion, tu dis waouh, les gars ils ont des balls quoi pour mettre ça en avant. Et la FIA dans tout ça, et ben elle va très souvent juste les rappeler à l'ordre en leur disant que c'est peut-être pas le bon moment pour prendre position en public. On veut du silence poli, sauf quand ça les arrange. Encore une fois, l'échec aide. Mais en réalité, parler, c'est pas rien. Et dans le sport, tu prends un risque qui est très souvent payant. Et c'est là justement qu'on prend conscience d'un autre truc. Le cerveau humain, il n'est pas câblé pour réagir à des stats ou des graphiques. Même si parfois tu peux kiffer à regarder tout ça, ce qui le touche vraiment, c'est les émotions. C'est sa propre sensibilité. Et c'est pas rationnel, c'est viscéral, c'est ce qu'on ressent. Et quand tu connectes cette émotion à un truc que tu kiffes déjà, comme ton pilote préféré, ton écurie, ton sport, bah là en fait, c'est jackpot. Là en fait, t'as le support parfait pour te faire réfléchir, sans même que tu t'en rendes compte. À ce moment-là, le sport, c'est plus un divertissement, c'est politique, à 100%. Regarde, tu peux me filer un rapport de 20 pages sur les droits humains bafoués dans tel ou tel pays. Je le lirai peut-être si j'ai le temps, si la police elle est sympa, entre 2-3 vidéos de chats sur TikTok. Mais si tu me montres mon pilote préféré, qui roule pour ce pays, sourire à la caméra, champagne à la main, bah c'est pas pareil, là t'es content, t'as le sourire. Et en fait, t'es en train de le défendre sans même capter ce qui se passe. C'est exactement la même chose que regarder des matchs de foot dans un contexte politique compliqué, parce que de toute façon c'est fait, ils vont pas annuler la diffusion. Et c'est ça le pouvoir du sport, le pouvoir du marketing, appliqué à des causes bien plus grandes que te vendre un smartphone au-dessus de tes moyens. Oui, la pub, c'est pas uniquement pour les objets. Et une fois que t'as capté ça, tu peux plus vraiment regarder un Grand Prix comme avant. Tu te poses un peu des questions, tu regardes un sponsor, une destination, une image vite fait en flou, en fond de grille, et t'as des petits bugs dans ton cerveau. Est-ce que je suis en train de kiffer un sport ou de valider un message? Est-ce qu'on n'a pas déjà essayé de me manipuler depuis toujours avec ça, en associant tout un tas de choses à ce qui me fait ressentir des émotions? Et est-ce qu'on n'est pas au final dans un message si vieux qu'on pouvait l'entendre dans l'Antiquité, donnez-leur du pain et des jeux, ils ne se révolteront pas? Mais en même temps, si on refuse tout ça, est-ce qu'on peut tout boycotter? Est-ce qu'on doit tout rejeter? Ou en fait, plus généralement, est-ce qu'on en a envie? Parce que si on va dans cette direction, au final, on va finir par plus regarder grand chose. Et puis bon, au fond, on s'en fout de la politique là-dedans. Toi, tu veux juste voir les voitures. Ouais. Alors là, moi, pour le coup, j'ai pas de réponse toute faite. Je suis pas là pour te dire quoi penser ou quoi regarder. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, je regarde ça un petit peu moins naïvement. Je peux être fan tout en étant conscient que ces choses existent. Et c'est vrai qu'avec les médias, tout ce qu'on sait, etc., parfois, on peut se sentir que l'ambiance, elle est pas au beau fixe, que des décisions sont prises, mais que tu sens que c'est pas forcément dans l'intérêt du sport, mais surtout avec des petites recommandations qu'on donne en glissant des petits billets ça et là, voilà, pour faciliter quelques décisions. Et quelque part, c'est ce que je voulais faire avec cette vidéo, te filer des lunettes que moi, je me suis forcé tout seul à mettre en fait. Après on le sait, la Formule 1 c'est du business depuis longtemps, rien qu'à voir les pilotes qui sont pas toujours là du fruit de leur talent, mais plutôt du chéquier de papa ou d'un gentil sponsor. Mazepin, Stroll, big up, on vous aime ou pas. Mais dans ce cas-là, ça va bien plus loin. Ça va aider à contrôler, à transformer l'image et à manipuler nos propres opinions. Et tu vois, au final, c'est là que je me suis dit, ça serait pas un vrai sujet de vidéo. Parce qu'au départ, moi, j'étais juste curieux. Je cherchais une histoire chelou à raconter pour vous divertir. Et je me retrouve à la fin de tout ça à redéfinir ce que je regarde tous les week-ends depuis un bon moment maintenant. Alors ouais, je suis toujours fan, mais maintenant, je vois un peu les trucs que je refusais de voir avant. Les silences, les sourires bien placés, les calendriers chelous, les transferts un petit peu bizarres. Et je me dis que peut-être on devrait tous regarder un peu autrement et pas toujours penser que le sport c'est le meilleur moyen pour penser à autre chose. Car parfois le danger c'est pas de pas savoir, c'est de faire partie du problème sans en avoir conscience. Et ça pour le coup, on peut décider de le changer. Bon voilà, du coup moi, je vais y retourner, je vais aller creuser notre histoire, parce qu'à force de fouiller partout,
Je me sens un peu comme James Bond, surtout depuis que mon enquête m'a fait découvrir ces petits secrets. Et tu peux d'ailleurs retrouver cette petite vidéo en cliquant ici. Et si au passage t'as aussi envie de découvrir les dessous du sport au travers du cinéma, des anecdotes, des parcours, du fun, etc., abonne-toi et en plus ça m'aidera de fou. Si t'aimes les lives, il y a aussi Twitch, on n'est pas encore beaucoup, mais bon si tu t'y rajoutes, ça va évoluer. Et puis en attendant, reste curieux, continue de kiffer devant ton écran, et puis surtout, fais attention à ce que tu regardes. Allez, ciao ciao.